On fait des produits locaux, mais pas à 50% local, c'est 100%. Donc, c'est toutes des matières premières qui viennent du Québec et toutes des aromates gaspésiens. On est une petite distillerie artisanale où on produit des spiritueux de A à Z, donc toujours à base de matières premières québécoises, donc des alcools qu'on dit du grain à la bouteille. Hein. On a comme philosophie d'entreprise d'utiliser uniquement des matières premières québécoises et des aromates, entre autres dans notre dry gin, qui sont exclusivement en provenance de la Gaspésie. Ce qu'on trouve, c'est que notre clientèle s'intéresse de plus en plus aux produits du terroir. Quand les gens viennent en Gaspésie, ils veulent goûter la Gaspésie. Si c'est des voyageurs de l'international, ils veulent goûter le Québec. On s'est donné comme défi de travailler avec ce qu'il y a autour de nous. Hein. Faire une production entièrement artisanale comme on fait ici, bon, c'est des procédés de fabrication qui sont beaucoup plus longs que si on utilisait des matières premières déjà transformées, notamment de l'alcool neutre industriel. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus de travail. Puis évidemment, je vous le cacherai pas en toute honnêteté, c'est quand même moins rentable d'un point de vue financier. Hein. L'autosuffisance, c'est quelque chose qu'on cherche, c'est comme un objectif à atteindre en fait. Évidemment, on s'approvisionne de grains auprès de malteries québécoises. On demande toujours à avoir du malt qui vient de fermes québécoises. On utilise des aromates qui sont cueillis ici à proximité de la distillerie dans la région. On cultive certains de nos aromates également. Certains de nos spiritueux contiennent du miel. Donc, c'est du miel que nos abeilles ici produisent à proximité du cimetière. On a actuellement un projet d'agrandissement de la distillerie qui va inclure des jardins aériens situés sur les toits. Jardins qui vont non seulement avoir une fonction esthétique, évidemment, mais ça va être des cultures d'herbes aromatiques qu'on va utiliser dans nos spiritueux. Donc, cette idée d'autosuffisance et de travail avec les entreprises de proximité, c'est comme un idéal. On voit ça comme un idéal qu'on cherche à atteindre. Là. L'idée de m'installer ici sur la Côte-des-Pères à Val-d'Espoir, c'est d'avoir un volet d'agriculture. Pour moi, être dans un quartier industriel, ça m'intéressait pas. Je voulais avoir quelque chose d'autre là, à côté, d'autres productions. Dans un premier temps, une production qui entre dans la fabrication des bières, la production de petits fruits, miel, et on fait des essais en céréales. Également, là, on a la production alimentaire, là, maraîchère, là, qu'on a fait déjà, là, des tomates, des concombres, mais on regarde là, pour un futur, savoir s'il y a un besoin dans la communauté pour développer des besoins aussi alimentaires. Pas juste pour faire la bière. Je voulais conserver le lieu, aussi l'aspect agro-touristique, mais l'aspect aussi de la production agricole qui était là historiquement sur le site là, depuis longtemps. Je me suis rendu compte aussi que la législation en cours au Québec pour les petites fermes de production d'aliments, dans le fond, n'était pas nécessairement favorable. Fait que j'ai toujours eu l'idée un peu en arrière. C'est sûr, on est encore jeune, mais d'utiliser la brasserie comme un moteur pour pouvoir développer d'autres choses, pouvoir se permettre de développer, comme on sent, un modèle différent là, de production d'aliments ou d'intrants qui va dans la bière, puis de le faire à notre façon, là, peu importe les législations en cours. Oval veut demeurer petit. L'idée, c'est de faire une petite production, d'être un peu en dessous du radar de tout ce qui se passe sur le marché, des choses comme ça. Fait qu'on veut rester à 1000 hectolitres environ, dans un modèle qualitatif, essayer de créer des bières distinctives, pas nécessairement faire des bières de courte durée. C'est surtout faire des élevages extensifs, des maturations de bières là, qui sont plus longues qu'on produit ici là, pour pouvoir avoir un plus à nos bières. Il y a un potentiel de croissance dans toutes les microbrasseries, puis les gens s'enflamment assez rapidement dans ce concept-là, puis mais ça vient avec d'autres préoccupations, ce qui est pas mal d'avoir nécessairement. Moi, je préférais un modèle plus petit, plus à échelle humaine, pouvoir toucher. C'est un métier qui me passionne. Je voulais toucher à toutes les bières qui étaient produites ici. C'est un modèle qualitatif, pas quantitatif, mais dans modèle réduit, gérer un peu moins aussi de personnel, avoir une petite équipe, une équipe forte. Montrer que ce modèle d'affaires-là était possible, était performant, puis on rentre pas en concurrence avec qui que ce soit pour avoir des centaines de ovales à 1000 hectolitres par année, puis ça rentre pas en concurrence les uns les autres, fait qu'il n'y a pas de marchandisage, représentation, concurrence de prix ou de publicité, etc. C'est pas des considérations aussi qu'on a, fait qu'on est bien content.
une tendance lourde québécoise qui est vraiment intéressante, qui montre que un artisanat local ou un produit local pensé différemment peut trouver ses parts de marché. Je pense qu'on parle pour la bière de peut-être 7% du marché actuellement qui est pris par les microbrasseries, à tel point que certaines se font racheter par des grosses bannières. Donc là, il y a une démonstration économique de l'intérêt de ça, il y a une acceptation de la plus-value du produit de la part des clients qui les utilisent. On est prêt à payer plus cher pour ces bières-là parce qu'on y voit de l'intérêt. Donc je pense que c'est un marché intéressant, c'est quelque chose à regarder vraiment. Puis souvent, ce sont des gens qui ont une grosse ouverture à travailler avec les producteurs locaux. Donc ils cherchent des petits fruits locaux, ils voudraient des céréales locales, avoir un orge maltais localement. Et le houblon est un produit qui pourrait vraisemblablement être cultivé chez nous. En tout cas, il y a quelques expériences très très locales qui ont été faites qui montrent que ça fonctionne. Donc ce sont des producteurs qui ont beaucoup d'ouverture par rapport à ça. On a vu des mariages intéressants entre le gin puis des produits, des champignons par exemple, localement. Donc là aussi, c'est des choses intéressantes. Donc évidemment, quand on parle d'alcool, c'est une portée, une certaine limitation, on ne peut pas se nourrir avec ça, mais c'est un très très bon exemple de produits transformés où le lien local et où le développement économique peut se marier facilement. L'autosuffisance, moi, je crois qu'elle doit se faire par une collaboration entre les différents producteurs locaux. C'est un peu la philosophie qu'on a ici à la Société Secrète, c'est-à-dire qu'on aime utiliser certaines matières qui n'ont aucune valeur sur le marché, puis nous, en les transformant ici, on leur donne de la valeur. Là. Je pense, par exemple, on a travaillé pour produire une eau de vie de marc de raisin. Donc, ça, on a travaillé avec des vignobles du Québec. Donc, le marc de raisin, ça, c'est le résidu qui reste après la fabrication du vin. Habituellement, ce marc-là, il le prenait puis il l'envoyait tout simplement au compost. Donc, nous, on l'a récupéré ici, on l'a refermenté, on l'a distillé. C'est des traditions qui sont très, très fréquentes en Italie de fabriquer des grappas, mais c'est quelque chose qui était nouveau ici au Québec. Donc, de prendre une matière résiduelle qui, jusqu'à maintenant, était sans valeur, de la transformer puis d'y apporter une valeur ajoutée. Un autre exemple, c'est notre collaboration avec l'érablière Côté Sucré qui est ici à Coin-du-Banc. Donc, on sait que le sirop d'érable au Québec, c'est très, très réglementé puis c'est classifié. Les érablières, ils produisent ce qu'ils appellent le sirop de bourgeon. Donc, le sirop de bourgeon, c'est le sirop qui coule à la fin de la saison. Donc, ce sirop-là est très, très goûteux et très, très typé et ne rentre pas dans aucune classification au niveau des sirops d'érable. Donc, c'est du sirop qui est jamais mis en marché, qui est quand même récupéré, mais qui traîne dans les entrepôts de la Fédération acéricole depuis des années. Donc, nous, on prend ce sirop-là, qui n'a aucun débouché sur le marché, on le fermente, on distille, on crée un spiritueux qui est nouveau, qui est innovant, puis qu'on croit qu'il a un potentiel assez fabuleux. Donc, on a en baril actuellement qui vieillit. Donc, également là, c'est d'aller chercher une matière chez un producteur qui n'a pas vraiment de valeur pour lui jusqu'à maintenant, puis d'y apporter une valeur ajoutée. Hein. Ensuite, on a un produit ici qu'on fait en général une fois par année, qui est un amaro. Donc, c'est un spiritueux amer à base d'herbe, puis qui contient du marc de raisin. Donc, ce spiritueux-là, c'est la troisième vie. Pourquoi la troisième vie? C'est du marc de raisin qui vient du vignoble Pinard et Filles, qui a été utilisé pour créer un vin, le vin Frangine, donc une première vie. Ensuite, ce marc de raisin-là a été récupéré par la brasserie Oval ici à Val-d'Espoir, qui l'a fait macérer dans une bière qui est la Pomace Orange. Donc, on a une deuxième vie pour le marc de raisin. Et ensuite, ce marc de raisin-là a continué sa route de Oval jusqu'ici à la Société Secrète pour le faire macérer dans notre amaro, notre spiritueux amer, et créer la fameuse troisième vie. Comme je dis, c'est
c'était de conserver la vocation d'agriculture qu'il y avait déjà sur le lieu ici. Je voulais pas abandonner ces terres-là qui entourent là, la brasserie. Je voulais continuer à les valoriser, les mettre en valeur. Fait que la première étape, c'était d'implanter. Mais je voulais pas qu'on soit aussi victime un peu ou de trop d'aménagement. Fait qu'on y va une bouchée à la fois. Là, on a commencé par le verger de petits fruits, mais il est pas énorme. Il est peut-être sur un demi-acre. Il y a 1000 plants de framboises. On a le cassis, la rogna, la camerise aussi qui pousse également. Mais c'est ça. Déjà, c'est beaucoup de travail, on se rend compte à cette échelle-là. Fait que la même chose pour l'apiculture. Là, on se garde une vingtaine de ruches environ. Mais c'est ça. Il faut que ça soit porté par des humains, des gens qui sont intéressés à s'impliquer là-dedans. Parce que moi, je peux pas tout faire. Moi, je me concentre vraiment sur la fabrication de bière. Fait que c'est de m'entourer de gens qui sont intéressés, puis qui sont impliqués positivement, puis valorisés par le travail là, de la terre ici, puis de valoriser ces terres-là qui sont historiquement agricoles. En copropriété avec un organisme qui s'appelle Produire la santé ensemble, qui font depuis des années du développement dans ce sens-là pour favoriser cette autosuffisance-là, ce lien court avec nos aliments. Dans le fond, on se rend compte de plus en plus qu'on est dans un désert un peu alimentaire, qu'on a abandonné un peu notre agriculture de proximité, puis qu'on s'alimente avec des choses qui viennent beaucoup de l'extérieur. Fait que l'idée, c'est de ramener ça. Moi, je vais faire un petit peu ma part dans le futur. C'est quelque chose que j'envisage, tu sais, pour faire partie de ces acteurs de changement-là. Fait qu'avec ces deux organismes-là, Produire la santé ensemble et Nourrir notre monde, en Gaspésie, je pense qu'on va dans le bon sens. On change un peu les mentalités un petit peu une à la fois, peut-être, ou on ramène en tout cas ces préoccupations-là un petit peu à ça, là, à améliorer notre lien co avec les aliments. Puis moi, même si c'est pas rentable, finalement, je sais que c'est bon pour moi, pour mes enfants, pour mes amis, ma famille. On travaille beaucoup avec le miel, fait que c'est sûr qu'on fait déjà des bragos. Fait que c'est un assemblage d'hydromel, de vin de miel avec la bière. Ça, on essaie déjà de faire ça, développer des choses qui sont intéressantes avec le miel. Pour commercialiser un hydromel, il faudrait légalement avoir 100 ruches. On a 20 ruches là, pour le moment, fait que c'est pas à court terme qu'on va arriver à commercialiser un hydromel pur. C'est sûr qu'on plante à chaque année des arbres fruitiers aussi. On a des pommiers, on a aussi quelques vignes, des cerisiers. Fait que ça sera pour plus tard. Là, vers la retraite, peut-être que j'aurai quelques bons raisins, quelques bonnes pommes pour pouvoir m'amuser à produire d'autres liquides, là, parce que ça me passionne encore. Mais je crois que la passion est là pour durer encore un petit bout de temps. Utopiste assumé, j'ai fait un chandail même. C'est un peu cette idée-là d'un modèle d'affaires différent, d'une brasserie comme moteur, de moteur pour dynamiser d'autres choses, pour créer d'autres activités qui sont pas nécessairement rentables, mais tu sais que la brasserie permet de le faire, de se concentrer sur des considérations humaines et environnementales et tout ça. Fait que je trouve que c'est un peu à l'encontre. Fait que je dis à la blague, je disais souvent à la blague que c'est mon monde de licorne. Je crois aux licornes, je crois aux actions qui peuvent changer des choses. Fait que c'est un peu d'être un utopiste assumé, dans le fond, d'avoir des rêves puis de continuer à y aller, même si c'est un peu à contre-courant ou pas nécessairement dans le possible là, sur papier, mais peut-être qu'on peut le réaliser quand même. Fait que c'est ça les licornes.